Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des diodes et de leurs principales applications. Ce sera une étude qui sera essentiellement fonctionnelle, c'est-à-dire que derrière il y aura très peu de calculs. Alors qu'est-ce que c'est une diode? Alors une diode standard, quand on parle de diode, qu'est-ce que c'est? Une diode c'est un composant qui laisse passer le courant que dans un sens, on dit unidirectionnel. Donc en fait le courant va de l'anode vers la cathode. Il faut considérer que ce trait c'est comme un mur, le courant peut pas va taper dans le mur, ne peut pas traverser. On appelle le courant IF comme forward, à travers. D'accord. Donc la flèche indique le sens du courant. Anode vers la cathode. Cette barre ici, mon mur, fameux mur, c'est représenté par un trait ici sur les composants. Idéalement, si l'anode a une tension plus élevée que la cathode, c'est ce qu'on voit ici, la tension elle est plus grande que 0, à ce moment-là, la diode conduit et le courant peut passer de manière il n'y a pas de limite, parce que ça va dépendre du composant qui est derrière, de la charge qu'il y a derrière, mais voilà, on n'a pas de limite théoriquement. Et à l'inverse, si on met une tension négative, c'est-à-dire que la tension à la cathode est plus grande que la tension à l'anode, on est dans ce cas-là, et le courant reste nul. En gros, ça veut dire que si on est en inverse, c'est comme si c'était un circuit ouvert. Si c'est au contraire dans le bon sens, c'est comme si on avait fermé un circuit entre l'anode et la cathode. Ça, c'est l'idéal. C'est un peu le principe qu'on va utiliser. Maintenant, regardons ça de plus près au niveau réel. Alors, réel, on dit forward pour à travers. Donc, le courant qui peut passer s'appelle VF. Il faut déjà qu'il y ait une tension. On peut pas avoir, c'est pas zéro entre plus et ici. Au côté-là, la différence doit être supérieure à VF. C'est-à-dire que si on est placé ici, la diode se comporte aussi comme un circuit ouvert. Donc, il faut un peu plus que VF. Voilà. VF étant 0,7 volts. Dans les montages en SI, en STI2D, c'est souvent le cas. Il n'y a pas de question à se poser. C'est soit on est au-dessus, soit on est carrément à 0 ou en dessous. Mais en tout cas, on n'est pas à 0,7 volts près. Donc 0,7 volts près, voilà. Donc ça veut dire que si ici on a 0,3 et puis ici on a 0, ça ne devrait pas fonctionner en pratique. Il faudrait vraiment avoir plus que 0,7. Et dès qu'on a ça à 0,7, le courant traverse. À l'inverse, c'est pareil. Quand on a une tension négative, le courant est bloqué, sauf si on dépasse une fameuse tension qu'on appelle de claquage en français, ou de breakdown en anglais, donc qui détruit la diode. Donc il faut savoir que ces tensions sont relativement élevées, c'est ici moins 50, rien à voir avec le 0,7 ici, faut faire attention à l'échelle. Mais ça peut aller à moins 100, moins 1000. Donc ces tensions, généralement, on ne rencontre pas. La tension de claquage, c'est qu'il y a un problème particulier, un défaut dans le fonctionnement. Généralement, c'est pas dans le fonctionnement normal. Voilà. Faut pas trop se poser cette question-là. Ça ne devrait pas arriver dans le sujet. Alors des exemples d'applications, il y en a quelques-unes. Alors d'abord, la première, c'est le redresseur. C'est ce qu'on voit partout. En gros, qu'est-ce qu'on fait? On a un signal qui est alternatif. On va essayer de le rendre continu. Ça s'appelle un convertisseur alternatif continu. On retrouve le signal alternatif. On retrouve après un transformateur un peu plus petit. On va redresser. Redresser, ça veut dire que la partie alternative, ici négative, on va la remettre du côté positif. C'est ça, redresser. Après, il y aura un filtrage pour avoir un signal presque continu. Et après, on va mettre une alimentation, on va mettre un régulateur qui permet d'avoir la tension qu'on souhaite avoir. Et derrière, bien sûr, il y a la charge. C'est notre carte Arduino, nos composants électroniques, nos petits moteurs, enfin tout ce que vous voulez. En pratique, comment ça fonctionne ce système-là? On a l'alternatif. Donc on rentre dans un transfo, on ressort toujours de l'alternatif. Quand c'est positif, le plus est là, donc la tension positive, on est sur la partie rouge ici. Quand c'est positif, la diode ici va conduire, celle-ci peut conduire, celle-là est bloquée, on est après dans le mur. Donc le plus il est là, il va passer dans la charge. Et quand il revient, il a deux options, soit par là, soit par là. Mais ce côté, c'est de nouveau positif, donc il ne peut pas y aller. Donc il a ce choix, c'est passer par là et revenir au transfo. Quand c'est négatif, la tension est à l'envers, on la voit ici. Donc du coup, le plus il est de ce côté. Quand il arrive, il vient ici. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le choix, c'est le mur de nouveau, donc il va prendre par cette diode-là et il passe par ce côté. Et vous voyez qu'il passe exactement du même côté que ici. Conclusion, c'est comme si on avait redressé la tension, comme si elle était devenue positive. C'est ce qu'on appelle un redresseur, d'accord? Donc on va redresser la tension. On voit du coup deux alternances positives qui passent à travers la charge et quand ils reviennent, ils reviennent de ce côté. Donc on a bien redressé la tension. Ce montage-là s'appelle un pont de Gretz, c'est ce qui est écrit ici. C'est le même montage qu'on voit ici, c'est représenté un peu autrement. Parfois on le voit représenté comme ça, parfois on le voit même représenté comme ça, et parfois aussi de nouveau un autre mode de représentation comme celle-ci, voilà, plus théorique. Deuxième application très très courante, c'est la modulation d'amplitude. En gros, quand vous émettez, si vous parlez, la voix elle a une portée assez courte, à 1 km, impossible d'entendre la voix de quelqu'un. Par contre, si je la mets en ondes radio,
avec une porteuse, c'est ce qu'on appelle ici, on voit ici la porteuse. À ce moment-là, on va prendre notre signal, on le revoit ici la porteuse, en anglais c'est carrière. Si on multiplie ces deux signaux-là, on va obtenir ce signal-là. Ça, c'est quelque chose qui va être avec une fréquence très élevée, qui passe très bien dans l'air, typiquement, je sais pas, des centaines de kHz. À ce moment-là, l'air ne fait plus trop résistance et donc ça passe à travers. De l'autre côté, avec une antenne, on va récupérer ce signal-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr pas le signal avec des centaines de kHz, puisqu'on ne peut pas l'entendre. On veut entendre la voix de quelqu'un, donc c'est quelque chose d'assez basse fréquence. Donc on veut retrouver ce signal-là. Et ce signal-là, on le retrouve là, dans cette enveloppe. Donc il faut récupérer à chaque fois le maximum du signal qui évolue. Comment on fait ça? Ben voilà le montage. On rentre avec notre antenne, on met une diode et une capacité qui va retenir un peu, mémoriser un peu la tension de sortie. Et on obtient ce montage-là. Alors je vais descendre un petit peu. Voilà. Quand le signal, ça c'est un gros zoom de cette partie ici. Hein. Donc quand le signal descend, ben, on l'a mémorisé, donc on passe au-dessus, la diode est bloquée. Quand tout à coup le signal évolue, il évolue par exemple, qui monte, et ben à ce moment-là, on va récupérer l'information. La diode va être passante, et donc on va récupérer l'information. En gros, ce montage comporte, quand on est passant, bon, on charge la capacité. Quand on est bloqué, ben, on a ouvert le circuit, donc la capacité, ben, elle se décharge doucement, mais elle se décharge un petit peu, ce qui fait qu'elle va permettre aussi de suivre la pente ici. Hein. Ça ne fait pas que monter, ça fait aussi descendre. Donc finalement, on a démodulé le signal. C'est ce qu'on appelle dans un système en amplitude, hein, modulation d'amplitude. Donc on fait la démodulation. Très très utile ce petit montage. Quelque chose qu'on retrouve encore plus souvent, surtout dans le montage, nous, en STI 2D, c'est, je vais le montrer ici, je ne peux pas décoller, voilà, les fonctions logiques. Ben oui, avec des portes de diodes, on peut très bien fabriquer une fonction logique. Alors, c'est pas une fonction logique pour faire la logique combinatoire, hein, c'est vraiment juste, on a besoin de deux sorties pour commander un moteur, un petit montage, voilà, très simple. Donc ici, si on a 0 et 0, ben la sortie vaudra 0. Quand on a 0 et 1, ben la sortie vaut 1. Et inverse, et on peut continuer. Quand on a 1 et 1, ben ça va conduire. La tension peut conduire. On est plus ici que par rapport à la masse. Donc ça conduit et on obtient bien 1 en sortie. Qu'est-ce qu'on a fabriqué ici? Une porte ou on pourra fabriquer d'autres portes. Hein. Donc ce type d'exercice qu'on peut faire, ben tiens, fabriquer une porte et, comme on pourrait faire, etc. Une application, ben, je vous en montre une. Alors c'est une parmi d'autres. Si ici l'alimentation, on a une alimentation qui fonctionne sur une charge avec une batterie de secours. Tant que l'alimentation fonctionne, ben, on passe par là. On ne peut pas passer par là, on l'a dit, hein, c'est comme un mur. Et quand tout à coup la batterie s'arrête, l'alimentation s'arrête par exemple pour un problème technique, ou la débrancher simplement, et ben c'est la batterie de secours qui vient et qui va alimenter la charge. Voilà. Donc c'est bien une fonction soit la lime ou l'accumulateur. C'est bien une fonction ou. Voilà. Quelque chose d'extrêmement courant aussi, c'est ce qu'on appelle les diodes de roue libre. Alors, ou dans un hacheur un cadran, qu'est-ce qu'on fait? Un hacheur cadran, c'est pour piloter un moteur sur un seul cadran, c'est-à-dire en marche. Hein, voilà. Marche ou on l'arrête. Voilà. Marche avant. Hein. Alors voilà le montage le plus classique, c'est un transistor qui va commuter, donc ici, hein, qui va fermer ou ouvrir sur une bobine. Que ce soit un relais ici, ça c'est un relais, donc c'est une bobine qui commande des contacts, ou que ce soit directement un moteur. Dans les deux cas, on va retrouver cette fameuse diode de roue libre ici. Sur une bobine, on ne peut pas couper instantanément un courant. Donc le courant, il doit diminuer doucement. Pour diminuer doucement, si vous ouvrez le circuit, hein, là où on est fermé, le circuit se charge, la bobine se charge. Quand on ouvre, si on ouvre sans cette possibilité au courant de pouvoir circuler en roue libre, en rond, et ben la tension à bord de la bobine va augmenter jusqu'à la destruction du transistor. Donc c'est extrêmement dangereux donc de laisser ça comme ça, en tout cas d'un point de vue électronique. Hein. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ces fameuses diodes de roue libre ici. Voilà. Donc quand il y a une diode de roue libre, pas de problème. Quand on ferme le contact, ça ferme le circuit, charge la bobine, donc là, comme si on avait un moteur, hein, le moteur va se charger. Donc ici, dans un relais, les contacts vont se fermer. Et quand on va ouvrir le contact, la diode de roue libre va faire son rôle et va permettre de libérer le peu d'énergie, l'énergie qu'il y a, le courant qu'il y a encore dans la bobine. Un autre cas très très courant, c'est la commande de moteur 4 cadrans. Donc c'est pour les moteurs à courant continu. Donc on a 4 cadrans. Voilà, donc un pont, ce qu'on appelle un pont H. On voit un H ici. Hop, la première barre, la deuxième barre et la troisième barre. C'est un pont H. Le moteur est en milieu. Si on veut fonctionner dans un sens, on ferme ce transistor, le courant passe comme ça, le moteur se met à tourner, la tension est comme ça. Si on veut l'arrêter, on maintient un transistor, on coupe le deuxième, donc du coup le courant qui va circuler comme diode de roue libre, là voilà, ici. Au deuxième cas, si on va aller dans l'autre, si maintenant tout à coup le moteur nous entraîne,
Hein, dans une pente, typiquement, la voiture est entraînée. Donc du coup, dans le même sens, hein, on va toujours dans le même sens, les roues tournent dans le même sens. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est les diodes de roue libre qu'on a dans ce système-là, hein, ici, qui sont en parallèle avec les transistors, qui vont permettre de recharger du courant dans l'alimentation, donc dans la batterie. Si on va aller dans l'autre sens, en marche arrière, qu'est-ce qu'on fait? On commande de ce côté et de ce côté, donc cette fois-ci, ça fonctionne, il n'y a pas de fonctionnement du diode. Quand tout à coup, on est entraîné en marche arrière, le moteur tourne toujours dans l'autre sens, et cette fois-ci, donc, le courant, c'est le courant on va récupérer l'énergie, donc ça va freiner notre système. Donc le courant va être récupéré et renvoyé dans les batteries. Voilà un montage très courant. Et puis de nos jours, de plus en plus, dans le montage électronique, on retrouve ce qu'on appelle des moteurs brushless. Un moteur brushless, c'est un moteur triphasé qui fonctionne avec une commande en continu. En gros, pour simplifier les choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir du continu. Ou quand vous avez un moteur à courant continu, un triphasé, mais vous voulez changer la vitesse, un variateur de vitesse, typiquement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe du triphasé en continu. Du continu, on va de nouveau le rendre triphasé pour commander le moteur. Pourquoi on fait ça? Parce que la fréquence ici ne va pas être la même que celle du secteur. Ça, c'est le secteur, 50 Hz. Ici, on va pouvoir changer la vitesse. On peut aller à 400 Hz, par exemple. Voilà. Donc, du coup, on va pouvoir changer la vitesse de notre moteur. Et c'est avec une petite électronique, on va piloter tout ça. Et donc là, on retrouvera chaque fois aussi des diodes qui sont dans les fonctions de diodes de roue libre. D'accord. On change de diode. Les diodes Zener. Alors, qu'est-ce que c'est une diode Zener? Alors, c'est un composant très particulier, très simple, qui fonctionne à l'envers. Alors, c'est une diode normalement, on la voit ici, avec sa tension normale de 0,6 volts. Par contre, elle n'a pas de tension de claquage. Elle a une tension, quand on arrive à la tension de Zener, justement, elle va se mettre à conduire. Et cet intérêt, c'est pas, là, elle ne sera pas détruite, elle va fonctionner. Mais donc, dans une tension de Zener. L'intérêt de ce genre de montage, c'est pas générer une tension. Quand vous avez du 9 volts en entrée, vous mettez une résistance qui n'est pas trop forte, on va faire attention à la valeur parce que ça dépendra du courant qui va traverser tout ça, et surtout de la puissance qu'on va mettre. Mais si on met une diode comme ça à l'envers, elle va générer une tension de Zener qui sera donc régulée. On va réguler la tension. Le gros inconvénient, c'est que c'est pas très précis, la tension de Zener, on le voit ici, 5,1, on a entre 4,8 et 5,4. C'est pas génial, mais pour un montage qui serait pas trop sensible à la tension de sortie, ça peut très bien marcher. Et puis, si vous avez, faut aussi qu'il n'y ait pas trop de courant, parce que sinon, si vous avez un gros montage derrière, c'est pas top au niveau de la consommation ici de la résistance. Donc, c'est pas une solution idéale. Mais quand on a besoin juste d'une petite tension très rapidement, la tension de Zener fonctionne très bien. Donc, c'est une diode qui se met à l'envers pour fonctionner en Zener. Voilà. En mode normal, on ne l'utilise jamais, puisque en mode normal, elle est comme une autre diode, aucun intérêt. Une autre diode que vous connaissez tous, et c'est la dernière type de diode qu'on va voir, c'est la diode électroluminescente, ou des LED en général, on dit. Alors une LED, ça se présente comme ça, c'est anode cathode, on voit des petites flèches qui indiquent que ça éclaire. Vu en vrai, il y a un petit méplat qui indique la cathode, l'anode c'est arrondi, voilà. La patte la plus longue, c'est aussi le plus, donc c'est l'anode, la patte la plus courte, c'est la cathode. C'est le seul cas où on va avoir besoin de calculer la résistance, parce que ça peut tomber dans des sujets. Alors, la différence avec les autres diodes, c'est que déjà en inverse, c'est très faible, la tension de claquage, ça détruit très rapidement ces diodes. Et puis si on est dans le bon sens, il y a la tension qu'on appelle à travers, donc la tension VF, va varier en fonction de la couleur et est relativement importante. Par rapport aux diodes normales, on avait 0,7 volts ou 0,8, parfois 1. Ici, on est plutôt autour de 2, voire 4 quasiment volts. Vous voyez, donc ça va beaucoup changer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme calcul? Voilà, si on branche cette diode sur un montage Arduino, on va pouvoir activer la diode ou l'éteindre la diode. Évidemment, il faudra déclarer à l'avance que c'est une sortie. Ma sortie 2 ici doit être une sortie et que ici, déclarer la sortie 2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme calcul? C'est très simple. Si on a 5 volts en sortie, pour un Arduino par exemple, il va falloir calculer cette résistance. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas dépasser une certaine valeur qui est autour de 20 mA. Sachant la tension de la diode Zener, qui fait environ, par exemple, une LED rouge, on aura VF 1,9 volts. Donc ici, on a 1,9 volts. On a 5 volts ici, donc il reste ici, on va voir le calcul, VR, la tension dehors de la diode, de la résistance, c'est la tension de la diode, la tension de l'Arduino moins la tension de la diode. Ça fait 3,1 volts. 1,9, 3,1, ça fait en tout 5 volts de l'Arduino. Voilà. À cette résistance, on va appliquer la loi d'Ohm, U égale RI. Donc nous on cherche R, donc on a U, on le connaît, on vient de le calculer, c'était 3,1. Le courant, on le connaît, c'est le courant de la diode, 20 mA, et donc ça nous donne environ 150 ohms. Voilà. Donc on fait vite le choix de la résistance comme ça. Voilà, j'ai fini ce cours.